Bon, tout d'abord, chers invités, chers membres d'honneur, intervenants, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2015, puisqu'on est toujours en mois de janvier, c'est toujours, n'est-ce pas, le vœu, voilà, pour 2015. Et avant tout propos, je tiens à remercier M. Luis Martinez, qui vraiment a eu la gentillesse de nous inviter, nous permettre de faire le lancement du think tank Europe-Mexique dans cette haute lieu si symbolique qui est le Parlement européen, n'est-ce pas? D'autre part, je voudrais remercier aux intervenants qui me font l'amitié d'être présents, M. Nadal, qui est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Henri Manosso, qui est le président du Comité économique européen, qui vient de Bruxelles, donc qui a eu vraiment la gentillesse d'assister, de nous appuyer. M. Marcel Pochard, qui est le président de la Cité internationale universitaire de Paris. Et puis, il y a d'autres membres d'honneur qui, plus tard, voilà, et donc je ne vais pas prendre la parole longtemps, parce qu'ils vont parler mieux que moi. Simplement, je voudrais remercier l'ambassadeur de Suède qui est représenté par madame la directrice de la cité, de la maison de la Suède, la Cité internationale de Paris, merci. De l'ambassade d'Italie également ont tenu à être représentés. Puis de la Pologne également, de l'ambassade de Pologne, elles sont présentes là, donc je tiens à remercier. Puis, bon, je donne la parole aux intervenants, puis on aura l'occasion de parler pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà, je donne la parole à M. Martinez, qui va présider l'ouverture. Merci. Bonjour à tous. C'est vraiment pour nous un plaisir de vous recevoir ici, dans notre maison de l'Europe. L'Europe est représentée à Paris. Au premier étage, nous avons la Commission européenne. Ici, nous avons le Parlement européen. Donc, ça c'est la maison de l'Europe. La maison, pas seulement des institutions, pas seulement des députés européens, mais surtout la maison dans laquelle nous accueillons les citoyens européens. C'est votre maison, la maison des citoyens. Pour moi, du point de vue personnel, c'est un grand plaisir d'avoir la possibilité de participer au lancement de cette think tank Union européenne-Mexique. Disons, c'est un double plaisir. D'abord, parce que je crois que les relations entre l'Union européenne et le Mexique sont des relations, même s'ils ne sont pas très connues par le grand public, des relations très importantes. Je peux affirmer sans aucun doute que c'est les pays de l'Amérique latine avec lesquels l'Union européenne a les relations les plus étroites. Ensuite, du point de vue personnel. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai vécu toujours un lien très spécial avec le Mexique. Je crois que ça doit être un lien ADN avec le Mexique. Parce que je disais souvent à mes amis, si je devais avoir une deuxième nationalité, j'aimerais que ça soit la nationalité mexicaine. J'ai eu la chance de travailler pendant 8 ans dans la délégation parlementaire du Parlement européen. Je m'occupais de l'Amérique latine. Et justement, j'étais à la création des groupes de travail, plus qu'un groupe de travail qui existe entre l'Union européenne et le Mexique. C'est la commission parlementaire Union européenne-Mexique. Je dis aussi que les relations entre l'Union européenne et le Mexique sont très importantes et j'ai donné la première place par rapport aux relations avec l'Amérique latine. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui intéressent spécialement l'Union européenne. Le Brésil, parce qu'on ne parle pas d'Amérique, on parle peut-être d'un sous-continent, et aussi le Mexique. Le Mexique, c'est un pays dont la population, je pourrais la chiffrer autour de 110 millions de personnes, mais il faudra savoir si on tient compte des Mexicains qui se trouvent un peu plus haut dans le nord, ou des Mexicains qui sont départis dans le monde. Je crois qu'on pourrait arriver à des chiffres beaucoup plus importants. C'est pour ça que depuis l'année 1997, l'Union européenne a signé un accord d'association avec le Mexique. C'est un accord qui a mis du temps à être ratifié, parce qu'il est entré en vigueur qu'en l'année 2000. Et je me rappelle encore de la cérémonie de la signature et de cet accord qui a eu lieu à Bruxelles, avec l'ancien secrétaire d'État, Mme Green, c'était la signataire côté du Mexique. Et c'est un accord
qui était très important parce qu'elle avait trois côtés. Coopération politique, les dialogues et aussi la partie commerciale. Pour mémoire, les accords qui signent les États-Unis sont toujours des accords de libre-échange. Nous, c'était le premier accord qu'on appelait à l'époque de 4e génération qui était signé parce qu'on prévoyait un dialogue politique. Quelle est l'importance de ce dialogue politique? C'est qu'on avait le droit, en pied d'égalité, de se rappeler ou de rappeler aux partenaires chaque fois qu'on voyait qu'il y avait un problème qui touchait les droits de l'homme. Je me rappelle encore une réunion à Bruxelles avec le secrétaire d'État mexicain, ici de à l'époque, qui arrive à la réunion avec les parlementaires européens. Premier chapitre, moi parler des droits de l'homme, alors que le monde s'attendait à des critiques européennes par rapport à la situation des droits de l'homme au Mexique. Justement, c'est M. Doré qui dit qu'on est très préoccupé au Mexique avec la dérive, avec les partis d'extrême droite de l'Union européenne. C'est comment est-ce que c'est possible qu'il y ait une part de ça? Oui, parce que justement, un accord d'association, c'est ça. C'est un accord dans lequel on est en pied d'égalité. C'est vrai qu'au Mexique, aujourd'hui, on connaît des problèmes de sécurité, on connaît des problèmes de corruption, mais si on regarde de l'autre côté de l'océan, vous allez retrouver peut-être les mêmes problèmes avec une intensité différente, mais les mêmes problèmes dans tous les États de l'Europe. Vous parlez du terrorisme au Mexique, du narcoterrorisme, on peut l'appeler, mais ici, si le plan Vigipirate est là où il est, c'est pas parce que nous, on est dans une espèce de pax romana, comme on pourrait dire, on peut l'appeler peut-être la pax européenne. Mais cette relation avec le Mexique ont évolué beaucoup. Pourquoi? On a signé un accord avec le Brésil, c'est un accord en partenariat stratégique. Alors, les Mexicains étaient un peu déçus, ils nous ont dit, et pourquoi est-ce que vous signez un accord de partenariat stratégique avec le Brésil, qui au fond, disons, porte un intérêt moindre par rapport à l'Union européenne si on compare avec le Mexique, et pas avec nous? On a dit parce que l'accord qui est avec le Mexique est plus important, c'est un accord d'association. Bon. Finalement, on a signé aussi un accord en partenariat stratégique avec le Mexique. À quoi sert ce partenariat stratégique? Lorsqu'on se rencontre dans les forums internationaux, et on parle des problèmes, par exemple, la crise, je dois le dire comme ça, la crise climatique, la situation climatique, le terrorisme, on se rend compte que même s'il y a un océan qui est au milieu entre le Mexique et l'Union européenne, les problèmes sont communs. Alors, on parle souvent d'une seule voix quand on parle dans des fonds internationaux. Et je crois que ça, c'est justement via cet accord. Moi, je crois que, je ne veux pas continuer parce que je vais parler des choses sur le Mexique, c'est un thème qui me passionne. Mais ce qui est important de cet accord aussi, c'est qu'en plus du dialogue entre les chefs d'État, entre les ministres, etc., il y a un accord entre les parlementaires. Il y a cette commission parlementaire mixte dont je parlais tout à l'heure, qui est formée par 28 personnes, 14 européennes, 14 mexicains. Les Européens, ce sont des députés européens, les Mexicains, c'est moitié sénateurs, moitié députés. Ils se réunissent 2 fois par an, et là, on peut parler de tout. Mais je vous assure que là, on ne parle pas qu'il faut tous être plus sympathiques l'année prochaine, avoir de meilleures relations. Non. Là, on parle par exemple de demander une dérogation dans la législation européenne en ce qui concerne les gaz qu'ils utilisent dans les réfrigérateurs. Parce que les Mexicains, ils produisaient des réfrigérateurs avec un gaz qui n'était pas autorisé à l'Union européenne, mais oui aux États-Unis. Et comme les États-Unis, c'est le plus grand marché, ils disaient, pour nous adapter à l'Union européenne, il faut du temps. Alors ça, c'est pas au niveau parlementaire que ça se règle, mais ça permet, via les parlementaires, de faire pression au niveau de l'exécutif pour l'innovation, et justement, c'était en fait. Cette commission parlementaire, je crois que c'est un grand succès, mais il fallait un peu plus. Il fallait aussi que la société civile puisse participer dans les dialogues. C'est pour ça qu'il y a les forums de la société civile Union européenne-Mexique qui a été créé dans le cadre du comité économique et social. C'est pour ça qu'il faut saluer la présence de M. Malos, parce que justement, les conseils ont beaucoup insisté à être un des fondateurs de ces dialogues au niveau de la société civile. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Après, si vous voulez, pendant les débats, on pourrait continuer à parler un peu plus en profondeur, mais je vais donner tout de suite, d'abord, la parole à M. Nadal, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et français. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers bravo. Moi, je voudrais d'abord saluer cette initiative. Parce que dans les relations entre le Mexique et l'Union européenne, ou les relations entre le Mexique et la France, il y a les impulsions politiques qui sont indispensables, il y a le rôle joué par les diplomaties, il y a le rôle joué par le Service européen d'action extérieure,
mais ensuite il y a le rôle indispensable des sociétés civiles pour prolonger l'impulsion politique, compléter l'action faite par les gouvernements, par l'Union européenne, par la diplomatie française et par la diplomatie mexicaine. Et la création de ce think tank vient précisément apporter ce complément en créant un espace de dialogue, d'échange, la production de notes, d'analyses sur la relation entre le Mexique et l'Union européenne et le Mexique et la France. Et c'est absolument indispensable que la société civile s'empare de cette relation entre le Mexique et l'Union européenne et entre le Mexique et la France. C'est pourquoi je suis très honoré que vous m'ayez invité et je souhaite vous dire combien cette initiative est utile et vous dire au nom du ministère des Affaires étrangères combien nous souhaitons pouvoir travailler avec vous et avoir un partenariat pour que précisément la société civile prenne toute sa place dans la relation entre le Mexique et l'Union européenne et le Mexique et la France. Nos objectifs de politique étrangère, qui sont ceux de la France mais qui sont aussi ceux de l'Union européenne, si on devait les résumer, ils sont au nombre de 4, la paix et la sécurité, la protection de la planète, l'Europe et la croissance économique. Si on regarde ces 4 objectifs, on voit que nous sommes vraiment en pleine convergence avec le Mexique. Je choisirai 2 de ces thèmes pour montrer à quel point le partenariat franco-mexicain s'illustre sur ces objectifs. Le premier, c'est la paix et la sécurité. Naturellement, avec le Mexique, nous avons un partenariat étroit en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Et nous avons pris avec le Mexique une initiative extrêmement importante au sein de la communauté internationale, il y a quelques mois, qui est la limitation de l'exercice par les membres permanents du Conseil de sécurité de leur droit de veto. C'est une initiative que la France a portée comme membre permanent du Conseil de sécurité et nous avons choisi comme partenaire le Mexique pour porter cette priorité au sein de la communauté internationale. Et Laurent Fabius et le ministre mexicain des Affaires étrangères ont présidé au siège des Nations Unies au mois de septembre une réunion consacrée à cet objectif d'une limitation de l'exercice du droit de veto au Conseil de sécurité, une réunion qui a réuni une quarantaine d'États des membres des Nations Unies, une cinquantaine d'organisations non gouvernementales. C'est une réunion extrêmement intéressante qui s'est déroulée en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies et qui montre à quel point cette initiative, d'abord française parce que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, mais soutenue et portée par le Mexique sur la scène internationale est importante. Je la résume. Cette limitation du droit de veto qui a longtemps été rêvée au sein de la communauté internationale parce que l'exercice abusif du droit de veto amène parfois à bloquer la résolution de crises très importantes et qui entraîne des drames sur la scène internationale. Je pense par exemple à la crise syrienne. Une limitation du droit de veto volontaire des membres permanents du Conseil de sécurité en cas de crime de masse permettrait de faciliter la résolution d'un certain nombre de crises. Je pense, j'ai cité la Syrie, mais je crois que c'est un cas vraiment emblématique. On voit bien depuis plus de 3 ans que la non-résolution de cette crise et la difficulté pour le Conseil de sécurité d'adopter des résolutions sur ce sujet a entraîné une aggravation de cette crise, une contamination de cette crise dans la région du Proche et du Moyen-Orient. On le voit en Irak, on le voit au Liban, on le voit en Turquie. Et malheureusement, le blocage quasiment systématique du Conseil de sécurité par 1 ou 2 membres permanents sur cette crise a provoqué son aggravation et plus de 200 000 morts aujourd'hui. Donc nous portons ce projet sur la scène internationale et nous